Maxime Pontois est l'homme derrière les productions de vos vidéos YouTube préférées. J'ai eu la chance de le rencontrer à l'époque de Golden Moustache. On s'est même retrouvés à bosser ensemble, je pense, sur Multiprise, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est si drôle. C'est parti chez Webedia. Ouais. Dans ce podcast, il nous raconte ses bonnes, mais aussi ses mauvaises expériences professionnelles. Eux-mêmes ne partageaient pas l'émission, parce que à l'époque, c'était la honte. Il y avait le N-word. Il est également passé par le Studio Bagel, ou encore Unfold, la société de production de Squeezie. Moi, je te présente comme ça parfois. Ouais, Tu connais Maxime Pontois, c'est le professeur Winston dans les vidéos de Squeezie. Tu regardes un peu Squeezie ou McFly et Carlito, souvent ça va être en professeur ou en babysitter. Et oui, c'est toi. Et oui. Genre, en vrai, c'est drôle. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de Pior où j'invite des personnes qui m'inspirent et dont je souhaite découvrir le parcours, Maxime nous raconte ses galères et comment il a décroché ses premiers jobs dans l'audiovisuel. Est-ce qu'il y a des lignes dans ton CV que tu aurais cachées ? En fait, c'était avant de savoir qu'ils étaient problématiques. Et du coup, bon, forcément, j'ai pas envie de mettre en avant. Bah, tiens, j'ai fait des prods pour trop cool, tu vois, bon. Salut Maxime. Salut Rémi. Ça va ? Ça va et toi ? Je vais essayer de refaire ton parcours professionnel. On va partir d'il y a 10 ans. Ouais. Tu sais pourquoi ? Bah, il y a 10 ans, on s'est rencontrés, je pense. Exactement, Ouais. en 2016. Ouais. Alors moi, j'ai un souvenir dans une camionnette où j'étais régisseur. Oui. Oui, je sais pas quel tournage. C'était... Attends, si, c'est le truc réalisé par Arthur Laloux avec Nicolas Bernot, genre Roi... Il y avait un jeu... Roi fou. Ouais, un truc avec Roi Fou. Roi fou, ouais. Et ouais, je crois que t'étais du coup en régie là-dessus. Et moi, j'étais... C'est même pas un gros projet sur lequel j'étais, mais j'étais... Je crois que j'avais filé un coup de main vite fait dessus. Ouais. T'étais en stage Ouais, encore j'étais à ce en moment-là. stage du coup à Golden Moustache. Exactement. À l'époque, en stage en prod. Et oui, je crois que c'est là-dessus. D'ailleurs, pendant très longtemps, sur mon téléphone, il y avait écrit Rémi Durieux, régisseur. Bon, et encore, genre peut-être il y a 2 ans encore, au bout d'un moment, je fais vas-y, il faut peut-être que je change Très ça. drôle. Et tu me diras, parce que on s'en est jamais parlé, hein. Ouais. Je sais pas si à cette époque on se reniflait le cul Ouais. pour savoir qui allait prendre le poste de Johanna. Ah Ouais, mais je crois que c'était même pas encore en question à l'époque. Non, t'as raison. Parce que bah moi, en fait, dès que j'ai pu, parce que moi à l'époque, du coup, j'étais alors, stage en alternance, mais en fait, non, j'étais pas en T'étais alternance. en stage alterné, tu En fait, venais à pas la à 5 base, jours. à la base, ça devait être ça. Mais je crois qu'en fait, j'ai fait 2 mois où j'étais Ouais. en alternance et après, j'étais full-time. Ok. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, j'étais en mode, bah, j'ai besoin d'un taf. Mhm. Et il y a eu un taf qui s'est libéré du coup chez M6. Alors, ce qui est devenu Golden Network, la fusion Ouais. des autres chaînes YouTube de M6 avec Golden Moustache. Mhm. Et du coup, je suis parti bosser chez Cover Garden, qui était une chaîne musicale Voilà. qui appartenait à M6. Et je filais un coup de main sur Rose Carpet, qui était une autre chaîne, Ouais. plus lifestyle, beauté, même un peu humour en vrai. Mhm. Et du coup, j'étais parti à Neuilly. J'avais quitté les bureaux Ouais. qu'on avait dans le 9e pour aller là-bas parce que j'étais en mode, les gars, j'en ai ras le cul d'être payé avec un salaire de stagiaire. Surtout, moi, à la base, c'était une année d'alternance. Du coup, je devais trouver un contrat d'alternant où tu as un salaire. Je sais pas, t'as un... Qui est mieux que le Ouais. 600. Nous, à l'époque, c'était Exactement. peut-être 550, Bah, c'est peut-être. ça. Et maintenant, c'est Exactement. 700 environ. Bah ouais, et du coup, moi, j'avais cherché. En fait, le problème que je trouve qu'on a dans le milieu là-dessus, c'est que les contrats d'alternance en audiovisuel, souvent, c'est dans des très grosses boîtes Mhm. et pas forcément pour des trucs très intéressants. Donc, c'est des trucs France Télévisions, dont tu peux trouver chez Disney, des trucs comme ça et tout. Mais ça reste assez limité. Et moi, j'avais rien trouvé en prod. Et c'est vraiment ça que je voulais faire. Et j'étais un peu désespéré. Et alors, j'ai eu la chance, du coup, d'avoir mes parents qui m'ont dit, bon, bah, si tu trouves un stage en prod, bah, du coup, on t'aidera, t'inquiète, pour le reste. Parce que du coup, ça voulait dire, je crois qu'on payait l'école. Plus, je crois qu'il y avait un truc quand t'as pas ton contrat d'alternance, parce que normalement, c'est l'entreprise qui paye l'école. Exactement. C'est Bah là, du coup, c'est mes parents qui qui paye payaient l'école. l'école. Et en plus, du coup, j'étais payé, mais pas ouf. c'est super. Trop cool. Je vois très bien. L'avantage, on avait un alternant ici, donc oui. je vois que c'est quand même bien plus agréable que le stage. Oui. Et du coup, bon, c'est pour ça que dès que j'ai vu une brèche pour trouver en tout cas un taf avec un vrai salaire, je me suis mis dedans. Mais du coup, donc, je suis parti chez... je ne sais plus comment on appelait ça à l'époque, mais bon, c'était M6 Web. M6 Web. Ouais, je crois que c'est M6 Web à l'époque. Il y a une fusion Golden Moustache, M6 Web, et c'est devenu Golden Network. Golden Moustache, je crois que je suis resté 5 mois en stage. Je crois que je suis arrivé genre en avril. Et du coup, 5 mois après, je partais chez M6 Web. Ouais. Et j'ai dû rester
4-5 mois, parce qu'en fait il y a eu la fusion, et avec la fusion on se retrouvait dans des bureaux d'une c'est ça. taille tout à fait considérable. Exactement, et encore moi j'étais reparti chez Golden avant même les nouveaux bureaux, parce qu'il y avait besoin de moi sur les prods télé et les prods de YouTube, en vrai de Popcorn. Donc, de Popcorn de Popcorn. Attends, excuse-moi. Je me suis dit, ça s'appelait déjà Popcorn à l'époque ou... Non, ça, c'est la suite du parcours. On va y venir. De Golden. Bien sûr. Golden. Attends, tout le monde a des putains de noms, anglais. Là. Mais ouais, j'étais revenu à ce moment-là à Golden. Et alors qu'à l'époque, du coup, je m'occupais de le lab de Golden avant que tu arrives, du coup, avec Johanna, qui était chargée de prod pendant que moi j'étais assistant de prod. Ouais. Et moi, pendant que j'étais parti chez M6 Web, toi, t'es arrivé, du coup, sur le lab de Golden. Exactement. Et moi, du coup, quand je suis revenu, j'ai été chargé de prod, mais sur la chaîne YouTube. Et tous les projets télé qu'on faisait, les sketch shows, les trucs comme ça, avec Golden, avec Charlotte Thomas, qui était ma boss, qui était notre boss. On a le même âge, finalement. Moi, j'avais eu la chance de faire de la régie, qui était payée. Vrai. Alors, non, en vérité, j'ai fait surtout beaucoup de chômage non payé par l'État. Et un peu de régie, une pige par-ci toutes les 4 semaines. Ouais. Et donc on s'est croisés alors que toi t'étais en stage. On devait gagner la même chose. Oui, peut-être. In fine. Ouais, entre les différents trucs. Et finalement, on s'est rejoints, on a fait tous les deux chargés de prod sur des projets respectifs. Oui, puis on s'est même retrouvés à bosser ensemble, je pense, sur Multiprise, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'était si drôle. Mais ouais. J'avais pas noté ça dans le parcours, mais c'est vrai que t'as fait Multiprise aussi. Ouais, c'est ça. J'étais plus venu en renfort, quoi. Ouais. Mais c'était très marrant à faire, en vrai. On voit nos petites têtes dans les sketchs. C'était bien marrant. Maxime, suite à Golden, tu nous as quittés. Moi, je suis resté un peu. T'es parti chez Webedia. Ouais. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à Golden, aussi, je m'occupais beaucoup de McFly et Carlito. Parce qu'en fait, ils avaient quelques petits projets en solo, par exemple. Alors, truc dont personne ne se souvient, ils avaient fait des caméras cachées pour OFNI, qui était l'émission de Bertrand Chameroy sur W9 à l'époque. Okay. Et à l'époque, c'était moi qui faisais la prod avec Emric, un gars qui était là aussi en renfort en prod. Ça me parle. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'Emric et moi, on était du coup les prods du truc, mais on était aussi les techniciens du truc. C'est-à-dire qu'il y avait tellement pas de thunes là-dessus, c'était McFly et Carlito, Emric et moi. Ouais. Et on partait en vadrouille. Lui, il cadrait, parce que moi, je savais pas vraiment cadrer. Et moi, je prenais le son. Donc, on m'avait montré. Donc, moi, j'avais le casque, j'avais ma mini mixette, quoi. Et je prenais le son, du coup. Et d'ailleurs, fun fact qui se passe, c'est que moi, je m'occupais un peu des petits trucs comme ça. Puis, vu que je m'occupais de la chaîne YouTube aussi avec Charlotte, je crois que les directeurs artistiques, parce qu'il y avait du brand content et tout aussi, mais c'était McFly et Carlito, en gros, un peu les DA à l'époque. Du coup, je bossais beaucoup avec eux, donc on s'entendait très bien. Et d'ailleurs, fun fact, du coup, McFly et Carlito sont partis à Webedia pendant qu'on était à Golden, et ils ont appris leur départ, on va dire, pendant un tournage de ces caméras cachées pour OFNI, où vu que j'étais au son, en fait, je crois que c'est Carlito qui a reçu un mail avec leur contrat de Webedia, et en gros, il leur proposait un truc vraiment chouette. Voilà, qui était bien mieux que ce que leur proposait Golden, genre bien mieux. Parce qu'en parallèle, du coup, ils avaient lancé leur chaîne YouTube avec tous les classiques qu'on connaît maintenant, mais Webedia a eu le nez là-dessus. C'est tout le monde à cette époque. Ouais. Clairement. Et du coup, donc, j'ai su pendant ce tournage-là qu'ils allaient partir, donc j'ai essayé de prévenir Golden en parallèle pendant le tournage attends, ils sont en train de partir, proposer un truc. Ils ont rien pu proposer en face. Du coup, McFly et Carlito sont partis. Et moi, du coup, au bout de... en fait, j'avais fini mon CDDU en fait, chez M6. En fait, parce que y a eu, CDDU, pour info, c'est un contrat d'intermittent, contrat à durée indéterminée d'usage. Ouais, contrat déterminé d'usage. Durée déterminée d'usage, c'est ça. Voilà. Pour les contrats très courts. Et quand tu fais 507 heures, tu as ton statut d'intermittent. Exactement. Et le jour de mon pot de départ, t'as McFly qui m'appelle et qui me dit au fait, là on fait une prod, S versus L, et en fait nos prods à Webedia n'ont pas le temps de s'occuper de nous parce qu'il y a trop de taf. Est-ce que t'es chaud et dispo? Je fais, ça tombe bien, j'ai plein de temps pour vous. Du coup, j'arrive à la base en intermittent à ce moment-là sur ce projet avec Webedia. Donc je commence à rencontrer les équipes, mais je suis en intermittence. Et puis après ce projet-là, en fait, direct, il y a la productrice de
de Mixicom, qui était en fait la boîte de prod des talents, des influenceurs, créateurs de contenu à Webedia, qui m'a proposé un CDI pour m'occuper de McFly et Carlito, mais pas que. Voilà, et du coup, je suis arrivé à Webedia à ce moment-là, donc plus précisément à Mixicom. Pendant la période d'or. Ouais. J'ai envie de te dire. En fait, c'est toute cette période de... Squeezie. Cyprien, Natou, John Rachid, Jimmy Labeu. J'ai bossé un peu avec tout ce beau monde, puis c'était le début un peu du Fit and Fun, parce qu'en vrai, McFly et Carlito ont beaucoup ramené ce truc, alors qu'il soit décrié. Mario Carte Bleue, tout ça, et à chaque fois, on appelle des gens inconnus. C'était génial. C'est ça, en fait, tous les gros projets à l'époque, du coup, j'ai pu bosser là-dessus, et en vrai, c'était trop bien. Parce que c'était un terrain de jeu infini où, en plus, McFly et Carlito, ils ont, pareil, je crois que c'était tous les lundis matins, on faisait des réus brainstorm et tout. Il y avait plein d'idées, tiens, on fait ça, tiens, il y a un jeu de mots. Tel jeu de mots, ça devient un gros concept de vidéo. Et tu te retrouves à bosser 3 semaines dessus, quoi. Mais donc c'était grave intéressant, et c'était une super bonne école. Parce que du coup, moi, à Golden, je faisais beaucoup de fiction. Et au final, du divertissement, on en faisait un peu, on va dire, j'en faisais limite plus quand j'étais chez Cover Garden et Rose Carpet. Mais là, c'était du pur divertissement YouTube, et chose que j'avais moins fait, on va dire. Et du coup, c'était assez cool de découvrir tout ça et au final, devenir un pionnier là-dedans, quoi. Qui est encore un peu le YouTube d'aujourd'hui, finalement, le divertissement, totalement. Désormais. C'est vraiment pas la fiction. Ouais, la fiction est un peu enterrée, malheureusement, sur YouTube. Mais après, il y a eu aussi des variations entre-temps. Hein. T'as eu... on a eu l'époque caméra cachée aussi, les vlogs et tout, le IRL qui revient beaucoup, en vrai, plus sur du live et tout, mais ouais, le divertissement, ça reste le gros truc sur YouTube maintenant. D'ailleurs, tous les plus gros créateurs font ça en contenu principal, quoi. Mais ouais, du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à Webedia, que je suis resté quasiment 3 ans, je crois, à ce moment-là, là-bas. T'as fait ta meilleure performance en tant qu'acteur, en tant que professeur Winston. Ouais, c'était ça que t'avais en tête. Incroyable. Winston. Moi, je te présente comme ça parfois. Ouais, tu connais Maxime Pontois, c'est le professeur Winston dans les vidéos de ce coup-ci. Souvent, on me remet, on va dire, plein de gens me croisent dans la rue, sont genre, dans la rue ou même à des soirées où les gens se disent, je te connais, non? Et je suis parfois, je me dis, est-ce que je connais cette personne? Et si je pense que non, je dis, tu regardes un peu Squeezie ou McFly et Carlito, souvent ça va être, ouais, Squeezie, je vais être en professeur ou en babysitter. Et oui, c'est toi. Et oui. Genre, en vrai, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Et t'as quitté Webedia. Ouais, en fait, je suis resté. En 2020. En 2020. En 2020. Ouais. Une année de Covid, finalement. Une année où il s'est passé pas mal de choses. Oh, oui. Je sais pas si on reparlera du live de Webedia. On peut en parler. En tout cas, c'est un podcast qui se veut bienveillant. Ah, ici. Oui. D'accord. Oui. Bon, on peut en parler, bien sûr. T'es parti. Je fais essayer de ton parcours en gros. Après, on revient sur le début. On revient un peu partout. T'as quitté Webedia un peu après le live. Ouais, c'est ça. En fin 2020, en gros. Ouais, c'est ça. T'as réussi à faire T'as bossé avec l'Hollywood un jour ou pas? Non. Non, c'est le seul que t'as pas fait. T'as fait Studio Bagel? Ouais, bien sûr, j'ai fait les 10 ans de Studio Bagel quelques temps après. Ça doit être en 2022, je dirais. Ouais, je crois que c'est ça. Et t'as aussi bossé chez Bump ou plutôt Unfold? Chez Unfold. En fait, quand je suis parti de Webedia, direct j'ai monté ma boîte. Ça, je me suis dit, comme ça, je peux bosser et en tant que directeur de production et en tant qu'auteur. Et rédac chef selon les projets. Et du coup, là, on m'a appelé sur pas mal de trucs où parfois c'était juste de l'écriture par exemple pour Henry Tran, pour Darko, pour des trucs, même pour Squeezie. C'est Canada maintenant. Ouais, Canada, exactement. Et j'ai beaucoup bossé en prod pour Squeezie essentiellement avec Unfold, du coup sa boîte de prod. Et j'ai donné des cours aussi à ce moment-là. Et j'ai fait de la télé avec les 10 ans de Studio Bagel notamment. J'ai fait de la pub pour Clarins. Pas mal de choses, quoi, au final. Et t'es de retour chez Webedia et tu bosses pour Popcorn, Live Twitch, notamment. Il y a plusieurs projets. Il y a MVP aussi, Ma Vie Pro. Ouais, c'est ça. Mais notamment, c'est Popcorn avec Domingo. Ouais, c'est ça. Ok, super. Et là, depuis bientôt 2 ans, je suis de retour à Webedia. Du coup, vraiment, mais là, en tant que producteur exécutif live stream, donc je m'occupe essentiellement de live pour l'instant. Justement, c'est ton profil LinkedIn. T'es producteur exécutif / auteur. Ouais. Je t'ai googlisé. Producteur exécutif, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est en gros? C'est toi qui mets les sous?
Bah, c'est moi qui gère les sous. C'est toi qui gères les sous. En gros, parce que c'est un peu comme dans le cinéma où t'as un producteur délégué qui souvent, lui, va venir avec un budget et un projet et il va le livrer, on va dire, à un producteur exécutif en disant voilà, t'as tant de budget et il faut que tu fabriques mon film. Quoi. Et nous, là, du coup, c'est des émissions. Si je prends le cas, par exemple, de Popcorn, tu vois, donc ça va être... c'est Webedia, le producteur délégué. Ouais, c'est ça. Enfin, en gros, j'ai mon boss, on va dire, qui... c'est la boîte qui est à l'initiative du projet, là, en l'occurrence. C'est ça. Ouais. Et du coup, on a une équipe commerciale qui va chercher des marques. Moi, du coup, avec, je suis pas tout seul, hein, avec mes équipes, on va faire un dispositif à vendre avec un budget, un nombre de vues. Et du coup, après, on file ça aux commerciaux en mode, allez, bonne chance, allez vendre l'émission. Évidemment, c'est beaucoup de discussions avec eux pour aussi faire quelque chose qui correspond à ce que veut et peut acheter le marché. Donc c'est ça dans un premier temps. Une fois que c'est vendu, les commerciaux, hop, step back, j'ai envie de dire, disent bon, voilà, le bébé, il y a tant de budget et du coup, nous, on va s'occuper de l'intégration des marques. Donc de toutes les façons possibles dans le contenu, sur les réseaux sociaux, au sein de l'émission. Et on s'occupe du coup de l'argent aussi, des coûts de prod, de tout ça. Donc c'est, on va dire, on va embaucher. Bon, là c'est de l'interne, donc j'ai une équipe de prod qui bosse avec nous. Donc c'est en mode eux ils savent qu'à telle date, on a une émission. Et voilà, s'il y a des spécificités, on en parle, mais c'est, on va dire, une affaire qui roule. Mais ça peut m'arriver d'avoir des projets aussi nouveaux et en one shot. Par exemple, avec Samuel Etienne, on avait fait un projet qui s'appelait Il était un jeu, qui était concrètement du brain content en live pour Disney+. Et c'était pour lancer Bref saison 2 en janvier 2025. Et là, tu vois, c'est en gros, ils sont arrivés en novembre, ils ont commencé à nous en parler. Et après, j'ai eu un mois. Alors aussi, ça, c'est une de mes particularités, mais tous les producteurs exécutifs de mon pôle font pas ça. Mais moi, vu que la partie artistique, c'est ce qui m'intéresse aussi beaucoup, là, par exemple, Il était un jeu, j'ai créé... alors, j'étais pas tout seul, on a des créas aussi qui bossent avec nous et des auteurs. Mais on a créé, du coup, un jeu de A à Z en un mois, quoi. Et on a dû gérer la prod aussi de tout ça et la faire rentrer dans des coûts. Et donc, c'est un peu tout ça, c'est du suivi, c'est de la communication entre les différents pôles. Parce que, du coup, tu as aussi, on va dire, je vais faire toutes les semaines un récap deal pour dire un peu, tiens, au graphiste, il y a bien ça à faire. Tiens, au CM, il y a bien ça à poster. C'est un peu de distribuer la communication et de pas oublier des trucs. Parce que si tu oublies des trucs, tu as une marque qui est pas contente. Et si elle est pas contente, tu as moins de fonds. Et du coup, ton budget, il prend un coup. Je vois. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Voilà, donc c'est un peu on est un peu au-dessus de tout. Et faut... En fait, c'est beaucoup de confiance en les équipes et surtout donner les bonnes infos à tout le monde pour être sûr que tout se fasse bien. Donc, on gère la fabrication de l'émission, quoi. Ok. Tu voulais faire ça quand tu étais petit ? Oui et non. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'étais petit, en fait, je voulais être producteur. Donc, c'est ce que je suis maintenant. Donc, c'est ça qui est cool. Mais tu voulais avoir un gros cigare et regarder les tournages de loin ? Non, c'est qu'en fait, j'ai eu envie de faire ça. C'est que je regardais les frères Scott à la télé après les cours. On a les mêmes rêves. Voilà. Donc, je sors des cours et j'étais genre, mes parents, ils sont opticiens et j'étais vraiment dans la salle du fond du coup, chez Atoll, les opticiens à Salon-de-Provence. Aller acheter des lunettes là-bas. Du coup, c'est une promo gratos, vas-y. Non, mais du coup, je me pose et je mate les frères Scott comme tous les soirs, tu vois, pendant que je fais mes devoirs. Et il y a une scène, spoiler, une scène où t'as Kiss, l'oncle de Lucas, qui se fait tuer par Dan, son frère, dans un lycée. Exactement. Au moment où t'as une fusillade, enfin, t'as un mec qui fait une fusillade dans le lycée. On va pas refaire toute la scène. Regardez les frères Scott. Et du coup, à ce moment-là, en fait, j'étais ému. Genre, je dois mais Kiss, je l'aimais trop, ce perso. Et on s'attachait à lui, hein. Du coup, je me suis mis un peu à chialer. Je suis mais attends, c'est la première fois que je chiale devant une série, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est cool. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux créer, je veux véhiculer des émotions. T'es en train de me dire que t'as voulu faire de l'audiovisuel grâce aux frères Scott ? Ouais, totalement. Extraordinaire. Et du coup, vraiment, je me suis dit, en fait, l'épisode se finit et tu sais, t'as les crédits qui se passent, sauf que, tu sais, en plus, les séries sur TF1, machin, ça passe en 2 secondes. Je suis wow, attends. Donc, je suis allé voir sur Internet pour me renseigner sur les posts, tous les posts qu'il y a dans les génériques.
Et je me suis renseigné, réalisateur, machin. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais moi, je veux être le patron de tout ça. Et j'ai vu producteur. Je fais, ok. Je dis, donc en fait, c'est le producteur, c'est lui qui est à l'origine de tout ça et qui pilote de A à Z un peu le projet. Bon, il y a des gens qui l'aident dans tout ça, mais du coup, moi, j'ai fait le raccourci et j'ai fait, je veux être producteur, du coup, parce que je veux faire ce genre de projet, quoi. Et du coup, mais je sais pas, j'étais au collège, je pense à ce moment-là, j'étais peut-être en 3e et j'ai dit à mes parents, je veux être producteur. Ils se disent, ok, t'es sûr? Oui. Moi, je regardais les Frères Scott à cause du basket. Oui, aussi. bien sûr. Et j'ai rêvé d'aller à Wilmington. Oh. Tu connais? Ouais. C'est la ville où c'est tourné. Bah ouais. Voilà. Et le terrain de basket a été détruit, si je te dis pas de bêtises. Dommage. Ouais. Voilà. C'est honteux. Donc, ok, t'as voulu faire ce métier de fou, finalement. C'est ça. Il y a 3 questions qui vont sauter. Tu m'as expliqué. Tiens, attends, maintenant je suis perdu. Bah ouais, t'inquiète. Donc, on va refaire plutôt ton parcours. Ouais. Et donc, du coup, pour faire producteur, t'as dû faire des études. Oui. Donc, qu'est-ce que t'as eu un bac, je suppose? J'ai eu un bac ES, mention assez bien. Pas mal. Voilà. Je l'ai pas eu. Ah. Bravo. Bon. Et ouais. Non, mais du coup, j'ai fait ça. Et du coup, vu que je voulais être producteur, je me suis dit, je vais faire une école de cinéma. Oui. Il y en avait une à Marseille, parce que oui, moi, je viens de Salon de Provence, donc le sud-est. Et je vois qu'il y a une école de cinéma à Marseille, je crois qu'il s'appelait Studio M. Et du coup, je dis à mes parents, je veux faire ça. Ils m'ont dit, non. Je fais, si. Bon, non. On dit, non, en fait, on préfère que tu fasses un truc plus large, qui te ramène au métier de producteur, mais école de cinéma, en fait, en vrai, ils m'ont dit un truc assez pragmatique qui est, le cinéma, ça demande des contacts, et en vrai, t'en as pas. Donc, en fait, on pense que ça mène à rien si tu fais une école de cinéma. Tu veux pas faire plutôt une école de commerce? Je fais, vous me la payez? Ils font, oui. Je fais, oui. Non, mais du coup, au début, j'ai fait la gueule, puis je suis allé au CDI et il y avait les bouquins de l'ONICEP. Et j'ai cherché producteur. Les producteurs, un des premiers trucs, je voyais école de management. Je fais, parfait. Tu vois. Et du coup, j'ai fini à Kedge, ce qu'on appelle aujourd'hui Kedge Business School Marseille. Ça s'appelait Euromed à l'époque. Ok. Et j'ai fait un bachelor en 4 ans de management international. Qui concrètement voulait dire que pendant 2 ans j'étais à l'étranger à kiffer des cours très cool, et pendant 2 ans, même pas, pendant 1 an et demi, je sais plus, 1 an et demi, 2 ans, j'étais en France, à suivre des cours de management, de gestion. Ouais, c'est ça, du marketing, de la finance, de la compta. C'était intéressant. Mais j'ai surtout kiffé à l'étranger, parce que j'ai fait 1 an à Buenos Aires, 6 mois à Montréal et 6 mois à Barcelone. Et c'est trop cool. Tu parles espagnol? Ouais. Bon, je te propose de poursuivre la suite de cette interview en français. Oui. Parce que je ne parle pas un mot d'espagnol. Alors, si je parle en espagnol, vas-y, c'est toi qui mettras les sous-titres. Waouh, mon Dieu. Ouais. Et du coup, tu fais Kedge, Business School. Et après? Et après, en fait, dès que j'ai fini mon bachelor, je me dis, ça y est, il est temps de faire de la prod. Enfin. Du coup, pour mon M2, je me renseigne sur des écoles de prod audiovisuelle. Parce que oui, pendant ces 4 ans, j'ai eu plusieurs stages, dont un que j'ai fait en prod audiovisuel à Paris. Donc, première fois que je montais à Paris, j'avais 19 ans. Et c'était une petite boîte de prod qui faisait des clips et de la pub, on va dire, essentiellement. Et concrètement, mon expérience là-bas était catastrophique parce que la patronne était pas très présente, on va dire. Et un peu... Elle était... C'était il y a 12-13 ans, je pense que on a un peu évolué. J'espère, pas de partout d'ailleurs. Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, le stagiaire, c'était si tu fais bien le café, c'est déjà pas mal. Ouais, non encore, en fait, c'est que c'était... En fait, c'était le cliché des boîtes de prod à l'ancienne parisienne, où très concrètement, la patronne, elle arrivait un peu sous substance à 18h au bureau. Et moi, j'étais là depuis 10h pour être à la réception, parce que si jamais il y a un coup de fil, il faut être là. Et sauf que du coup, moi, la journée, elle me donnait rien à faire. Elle arrivait à 18h. Elle me donnait des trucs à faire. Je les ferai demain. Ah non, il les faut maintenant.
Ça existe encore. Voilà, oui, ça m'étonne pas. Mais voilà, mais du coup, j'ai quand même bossé sur certains projets là-bas et surtout, j'ai rencontré beaucoup de techniciens. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Genre, même si l'expérience en elle-même, on va dire, était pas dingo parce que après, la boîte de prod était en train de couler, elle a même changé de nom pendant. Enfin bon, c'était un peu une cata. On a tous, moi, j'en ai fait aussi. Oui, comme ça. Je vois très bien. Mais je me suis dit, je veux quand même continuer là-dedans. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bah, mon M2, je veux le faire là-dedans et bah, retour à Paris. Et je crois que dans tous les trucs où je postule, il y a le MBA ESG en production audiovisuelle, SP, moi je prends SP Cinéma. Du coup, je suis pris. Et c'est du coup un Master 2 en alternance. Si tu l'as. Voilà, si tu as l'alternance. Du coup, moi j'ai fait des stages en alternance, j'en ai fait 2. Et le premier, c'était chez Calt, la boîte de prod qui fait Kaamelott, Caméra Café, Soda, notamment. Voilà. Et j'étais en développement là-bas. Ouais. Et au bout de 6 mois, du coup, je suis arrivé chez Golden Moustache en prod. Ok. On a refait ton parcours. Plus ou moins. Hein. Plus ou moins. Ça ressemble quoi un tournage web, finalement? Bah, j'ai envie de dire, ça dépend des époques et des budgets. Ouais. Mais globalement, en vrai, un tournage web aujourd'hui, ça ressemble limite à un tournage de fiction ou de plateau télé, mais souvent avec peut-être un peu moins d'équipe et moins de budget, mais globalement... En fait, tu vois, genre par exemple, ce qui est assez intéressant là sur Popcorn, on a reçu Pierre Ninet pendant la dernière émission et il est venu me voir en disant putain, mais vous êtes combien à bosser sur ce truc? Parce que bon, c'est une émission web, machin, enfin, tu te dis c'est peut-être une petite équipe et en fait, t'as entre 20 et 30 personnes qui bossent par émission sur l'émission. Que ce soit des techniciens, des commerciaux, des chefs de projet, tu vois, du make-up, enfin. Entre tous les postes, t'as quasiment 30 personnes. En vérité, vous avez autant de budget que sur les chaînes de TNT, les petites. En vrai, hein. Ouais, carrément. Pas le TF1, mais... oui, bien sûr. Mais en fait, c'est ça. Donc, c'est comme une mini-chaîne de télé, tu vois. Et du coup, il était un peu sur le cul. C'est putain, trop cool. Enfin, en vrai, c'est grave intéressé là-dessus. Et dire qu'en plus, nous, c'est essentiellement des marques qui financent tout ça, tu vois, sans non plus qu'on soit dans du brand content, quoi. Donc, c'est... du placement de produits, de la prise de parole, de la présence logo, mais ça reste, on va dire, léger. Et c'est un peu comme ça qu'on voit de toute façon même la plupart des vidéos YouTube et tout qui fonctionnent comme ça. Et c'est intéressant de voir que, tu vois, même les gens du cinéma ou même de la télé qui sont en train de se dire, putain, c'est intéressant en vrai la production web. Et ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un rapprochement de plus en plus. Enfin, la différence entre les anciens médias et la production web qui est plus récente, dire la différence est de moins en moins grande, quoi. Palpable. C'est ça. Même si, on va dire, on a une diversité aussi de trucs, parce que nous, on peut faire des vlogs, des machins et tout en production web. Donc, en fait, c'est ça, c'est que tout est... Enfin, une production web, ça peut être vraiment une meuf toute seule avec sa cam. Qui part en reportage. C'est ça. Et finalement, c'est les mêmes caméras, c'est les mêmes micros aujourd'hui que sur les petites chaînes d'infos. Clairement, ça peut être 2 gars en train de parler autour de 2 micros seuls dans un studio. Et ça peut être une trentaine de personnes sur un plateau. Donc voilà, même en vrai, prod web, tu regardes le GP Explorer, c'est une prod web. Et c'est une prod même beaucoup plus fat que la plupart des émissions de télé, tu vois. Donc, en fait, aujourd'hui, prod web, ça veut tout et rien dire, malheureusement, parce qu'en fait, il y a tellement de typologies de prod que même en spécialité, on va dire, tu vas avoir même des équipes de prod plus spécialisées sur du live stream, d'autres sur du YouTube, d'autres peut-être sur du TikTok. Donc ça qui est marrant, c'est qu'on a un métier qui a vraiment beaucoup évolué, quoi. Loin de nous, à l'époque où on devait prendre un Uber pour déplacer tout le matériel en 3 fois, avec des lights qui rentraient pas dedans d'ailleurs. C'est ça qui est marrant, c'est que je pense que tu as encore des petits créateurs qui ont un peu leur petite équipe où ils sont 2-3 à bosser dessus, à tout faire à 2-3. Et en vrai, c'est cool aussi parce que c'est comme ça que tu apprends énormément. Mais je pense qu'aussi ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de budget aussi qui est mis dans les projets sur le web. Et ça dépend des prods, mais on va dire il y a un plus grand respect de la convention collective audiovisuelle par rapport à une certaine époque. Je pense globalement dans les boîtes de prod, alors peut-être pas partout, mais j'ai l'impression qu'en tout cas globalement, on peut vivre plus facilement des productions web qu'avant. On va dire parce qu'avant même,
Personne n'était vraiment bien payé en production web parce qu'il y avait beaucoup moins de Quand on budget. parle de avant, c'est parce que nous on a connu il y a 10 10 ans. piges, hein. Non mais oui, quand je dis avant, c'est vraiment il y a 10 ans. Il y avait déjà. Oui, c'était déjà ok, clairement. Comment t'as fait pour trouver tes premiers jobs? Est-ce que tu les as trouvés dans la presse, dans les journaux Oh, de mon vieux temps. Alors premier job, dans la prod audiovisuelle du coup. Du coup mon premier ça devait être Calt. Enfin non, mon tout premier c'était du coup celui quand j'avais 19 ans. Alors là c'était vraiment par pistonnage on va dire, c'est qu'en fait le meilleur pote de mon oncle à l'époque était réalisateur pour la télé. Vraiment gros réal télé. Encore aujourd'hui, il fait des gros primes sur TF1. Et du coup, il a dit tiens, je bosse avec une boîte que je connais bien. Prod. C'est eux? C'est le vrai nom? C'est le vrai nom. Est-ce que tu les as tirés toujours? Oui, mais de toute façon, elle n'existe plus aujourd'hui. Hein, ok, d'accord. Oui, on peut tout retrouver sur Papers. Oui, c'est vrai. Oui. Et du coup, il me conseille une boîte de prod avec laquelle il bossait pas mal. Et en fait, il a filé mon CV en disant prenez-le. Et du coup, elles m'ont pris. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé là-bas, que j'ai eu en tout cas mon tout premier stage en prod là-dedans. Et sinon, après, j'ai été pris chez Calt. Et chez Calt, je crois que vraiment, j'ai vu une offre passer. Sur Profil Culture, sur Cinéaste, sur je crois que c'était LinkedIn. ça. Je crois que c'était Profil Culture. Ouais, je pense. Je crois que c'était ça. Et ils ont kiffé mon profil. Et je pense que ce qui a aidé, c'est qu'à côté à côté des cours, je faisais pas mal de trucs liés à l'audiovisuel aussi. J'avais participé à des concours pour TF1 de création de formats. J'étais aussi rédac chef du magazine audiovisuel de mon master. J'avais un peu d'autres casquettes comme ça. Et je pense qu'en vrai, ça a joué en ma faveur quand même sur pas mal de trucs, parce que c'est en mode, en fait, en expérience en prod, oui, t'as un stage de 6 mois, mais en fait, à côté, t'as continué à faire des trucs. Même j'avais fait un stage dans l'immobilier de luxe à Barcelone entre-temps. Sauf que j'étais en marketing. Et en fait, ils avaient besoin de quelqu'un pour faire les vidéos, faire les vidéos. En fait, ils avaient aucune com vidéo. Mais en fait, il y avait beaucoup d'événements. Alors qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, la vidéo, c'est ultra important. Mais à l'époque, c'est ça pareil, c'était il y a 10 piges. Donc, moi, j'avais commencé à filmer un peu les ouvertures d'agences, les trucs comme ça. Et en vrai, ça a fait partie de la com. Du coup, tu vois, ils ont vu que je faisais du montage, je filmais un petit peu, tu vois. Je pense que ça a un peu aidé. Et puis, il y a eu Golden Moustache. Que t'as trouvé comment? Alors, ce qui est marrant, c'est que à ce moment-là, je suis chez Calt. Je sais que je dois trouver un stage pour dans un mois ou un truc comme ça. Et je vais sur Profil Culture. Et je vois Golden Moustache, mais je vois que l'offre a été postée genre il y a 3 semaines. Je fais non, surtout que moi à l'époque, Golden Moustache, je suis un énorme fan de YouTube et de, je connais tout par cœur. Golden, vraiment, c'est dans mes veines, tu vois. Donc je vois ça, je fais oh putain, mais jamais je vais l'avoir parce que ça a été diffusé il y a 3 semaines. Je pense que il y a trop de gens qui ont postulé. C'est sûr. Sauf qu'en face de moi, il y a une autre stagiaire. Elle me dit mais attends, mais Golden, mais dans mon ancien stage, je bossais avec un mec qui fait des prod exé pour eux de temps en temps. Tu veux que je lui file ton CV? Je fais, mais grave. Et dans la journée, elle file mon CV à ce mec. Ce mec file mon CV à Jérémy Bidot, qui était en tout cas le directeur de production de Golden Moustache à l'époque. Et le lendemain, je dirais, Jérémy m'appelle et de souvenir, je crois qu'il me dit j'allais prendre quelqu'un mais j'ai envie de te voir avant. Genre, tu vois, je me dis ok, quand tu veux. Et je crois que, je sais pas si c'est dès le lendemain, mais en tout cas dans les 2 jours qui ont suivi mon postulat, non, ça n'existe pas. Ta candidature. Ma candidature. Il m'a appelé, je suis arrivé chez Golden, et là ce qui est très drôle, c'est que vraiment j'arrive et je dis il y a ça qui a été tourné là, il y a ça qui a été tourné là. Lui il était en mode j'en sais rien parce qu'il venait d'arriver quelques mois avant et il venait de documentaire, je crois. Donc en fait lui il connaissait Golden, mais voilà, pas plus que ça, donc c'était intéressant et je pense que ça lui a plu de voir que je connaissais bien déjà ce que faisait toutes les prods que faisait cette boîte. Et du coup il m'a pris direct, je crois que
le lendemain matin, après l'entretien, il m'a appelé pour me dire c'est bon, t'es pris. C'est un mec efficace, Jérémy. Ouais, c'est vrai que, voilà. C'est ça, c'est sa priorité numéro 1, Bah ouais. agir. Ah bah bien sûr. Du coup, voilà, comme ça, je me suis retrouvé à Golden. Et puis après, bah du coup, après c'est beaucoup le bouche à oreille. Enfin, tu vois, McFly et Carlito, c'est eux qui m'ont ramené à Webedia parce qu'on bossait bien ensemble. Et puis après, en fait, ça a beaucoup été ça. Hein, même après Webedia, bah du coup, je me suis remis à bosser avec Squeezie parce que on avait bien bossé ensemble à Webedia. Bon bah du coup, je me remets à bosser avec lui dans sa boîte. Je me mets à bosser avec Caneda parce que c'était un collègue avant qui était à Golden. Enfin tu vois, donc c'est beaucoup de. En fait, de toute façon, c'est un milieu où les gens se croisent et en fait, c'est beaucoup de bouche à oreille. Hein, en vrai. Tes parents avaient raison, c'est le bouche à oreille. Faut connaître du monde. Hein. Bah c'est ça. En fait, ça joue. Hein. C'est que ça ne change pas. Ouais, mais clairement, mais c'est sûr. En fait, le conseil que je peux donner aux gens, c'est faites. En fait, t'es obligé de. Plus tu fais des projets, plus tu vas rencontrer des gens, plus il y aura de chances qu'on parle de toi et qu'on t'embauche sur des projets, quoi. Et après, il faut faire les projets, mais bien les faire aussi, surtout. J'en parlais avec quelqu'un là qui voudrait nous faire de l'acquisition de clients chez nous. On a dû, parce qu'il nous a posé plein de questions, essayer de savoir comment déjà nous, on arrivait à avoir des clients. Ouais. Je pense que 98%, 95% des clients qu'on a, c'est des gens qu'on connaît de base. Bah, bien sûr. Parce qu'on les a rencontrés une fois, ou c'est quelqu'un qui nous a dit, qui nous a recommandé avec ses autres collègues. Enfin, 95%, c'est du bouche à oreille. Mais ouais. Parce que tant quand t'es salarié que quand t'es ta boîte de prod et que tu cherches des clients, en fait. Ah bah oui, mais c'est ça. Confiance aux gens qui font confiance à quelqu'un que tu connais et qui. Ok. Et ouais. Est-ce que c'est quoi le projet le plus fou sur lequel t'as travaillé? Ou plus what the fuck, quelque chose qui s'est passé Bah j'ai plusieurs. Enfin. Je pense que t'en as plein. Ouais, mais en tout cas fou. Enfin moi le truc fou aussi qui me parle beaucoup, c'est je pense que c'est la plus grosse prod que j'ai fait sur YouTube. C'était alors le format s'appelle Où est-ce qu'il est et c'est un Où est Charlie géant sur la chaîne YouTube de Squeezie qui est en 2 épisodes et qu'on a tourné à Paris La Défense Arena avec 1500 figurants. Ouais, j'ai vu. Voilà, donc c'était même en termes de budget à l'époque, avant que je fasse de la télé et tout, c'était le plus gros budget que j'ai eu à gérer. Et surtout, c'était un challenge de fou à faire en relativement peu de temps. Et surtout, mais ça c'est un peu de ma faute, c'est que je me suis un peu mis une contrainte terriblement. C'est qu'à la base, on devait avoir 500 figurants. Et en fait, peut-être 2 semaines, alors j'abuse, mais je sais plus, mais pas tant de temps que ça avant, on s'est dit non, il en faut 1005 parce que c'est tellement grand à l'intérieur de Paris La Défense Arena que 500 c'est ridicule. Quoi. 500 ça faisait pitié dans le stade en fait. Ah mais clairement. Et je me souviens, c'était une réu le soir et tout, on se pose et c'est en discutant avec du coup Clara la productrice, Théodore Bonnet le réalisateur et Squeezie le Squeezie. Merci de le présenter Lucas Auchard. Mais c'est en fait en présentant un peu le truc que je crois qu'on se dit, je crois que c'est, je sais plus si c'était Théo ou. J'ai vu tes annonces recherche figurant. Ah bah ouais, bien sûr. Et qui a créé des trucs assez fous en vrai après à l'époque. Mais il y a des gens qui se sont rencontrés pendant ce tournage et qui ont. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a dû créer un Discord carrément pour que les gens postulent. Et en fait, ce Discord a eu une vie derrière où en fait beaucoup de boîtes de prod web l'ont utilisé pour trouver des figurants pour leurs projets. Moi y compris sur d'autres projets à moi, mais en fait moi j'étais un peu le parrain du Discord parce que les gens me connaissaient parce qu'on s'est vu sur le tournage et puis c'est notamment moi avec mes équipes de prod qui leur avons répondu et tout, donc c'était assez marrant et du coup en fait ce qui était assez fou, c'est qu'en très peu de temps on a dû créer un tournage déjà mais surtout un événement, parce que tu dois recevoir 1500 personnes. Et je me souviens, on avait pris des seconds assistants réels, on en avait pris genre 20 pour gérer 1500 personnes. Plus on avait, du coup, t'as Unfold qui est la boîte de prod de Squeezie, et t'as Bump, on va dire, qui est plutôt l'agence. Enfin, je dis de Squeezie, pas que, mais tu vois, en tout cas, dans laquelle il y a Squeezie. C'est dans le commun, du discours commun. Voilà. Et du coup, même les agents et les talent managers de chez Bump étaient venus nous filer un coup de main pour l'accueil et tout. En vrai, c'était assez fou parce que je pense que c'est un des premiers projets avant le GP Explorer tout où tu avais vraiment un peu une cohésion où tout le monde a bossé sur ce projet. Parce que ce jour-là, tu reçois 1500 personnes, tu as besoin de monde et voilà. Et en vrai,
je pense que si c'était à refaire, il y aurait des trucs qu'on aurait mieux fait, ou maintenant on a l'expérience du truc, mais c'était assez fou de devoir gérer un événement. Genre moi, souvent, la journée, je gérais, on va dire, la captation, le tournage, et le soir, je m'occupais de la partie événementielle. C'est-à-dire que j'ai dû faire un plan, je passais mes nuits à ça, à faire un plan de la zone dans Paris La Défense Arena, où tu dois mettre chaque élément de décor, en fait, chaque truc qui passe, tu dois le mettre, et en fait, tu as le chef de la sécurité qui doit le valider. Et c'est limite au millimètre près. J'abuse, mais... Et tu vois, le jour J, tu as un mec externe de sécurité qui doit valider ton truc. Donc, en fait, s'il le valide pas, ton tournage est annulé. Enfin, c'était un peu fou. Et en fait, surtout, une fois le tournage lancé, en fait, on avait plein d'happenings et tout. Et c'était fou. Nous, on avait la régie qui était en bord terrain. Ouais. Et un des trucs les plus fous que j'ai eu à faire de ma vie, c'est que j'ai dû gérer les écrans de ce stade qui sont tous, je crois que c'est tout simplement l'écran le plus grand d'Europe, et j'ai dû gérer les assets qu'on envoyait dans l'écran pendant un showcase de Vladimir Cauchemar. Donc c'était incroyable. J'étais sur un petit stream deck où je balançais les assets derrière en essayant de me mettre sur le rythme de la musique et tout de Vladimir Cauchemar. Et vraiment, ça, je me suis dit, c'était trop bien. C'était fou. On a fait un karaoké géant avec les gens. Enfin, en vrai, c'était assez incroyable. Et puis pour l'époque, c'était énorme de faire ça, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est un des trucs les plus fous que j'ai eu à faire en prod, en tout cas, tu vois. Mais et à titre de comparaison maintenant, c'est quoi le pire projet, sans citer de nom, on n'est pas là pour tirer, le pire projet que t'aies pu faire? C'est compliqué, je pense, de pas le citer, mais bon, vas-y. Ouais, en vrai, de toute façon, souvent, j'en ai déjà parlé, parce que du coup, j'ai streamé pendant pas mal de temps, et je parlais de tout ça. En fait, ça dépend. On va dire, sur le papier, le pire sur lequel j'ai bossé, parce que ça a été un échec retentissant, c'était le live. Dire. Mais ça n'a pas été un échec pour moi, qui était chez Webedia, du coup, c'est ça qui a été lancé, qui a été lancé début 2020, en février 2020. Ah, c'est bientôt l'anniversaire, tiens. Ouais. Et du coup, non, mais c'est juste que c'était un projet, du coup, de chaîne, un peu, on va dire, une sorte de web TV. Parce qu'à l'époque, il y avait le stream à Webedia, qui était un peu une web TV très gaming, culture geek, on va dire. Et là, l'idée, c'est de faire une chaîne mainstream pour concurrencer un peu la TNT. Du coup, avec des profils certes de créateurs de contenu qui venaient de YouTube, Twitch, mais aussi qui venaient de la télé. Et ça a été fait. En fait, le problème, c'est que sur le papier, c'était tout beau, vraiment un projet très stylé. Sauf que dans l'exécution, ça a été très mal foutu, avec un management terrible. Et c'était terrible. En fait, ça a été lancé beaucoup trop tôt. C'était pas prêt. Donc le truc s'est lancé, ça a été une catastrophe. Et il y a un truc qui nous a sauvés, c'est qu'il y a eu le Covid. Et du coup, en fait, le projet a duré 2 mois, parce qu'il y a le Covid, il y a eu le confinement. Et après le confinement, ils se sont dit, bon, allez, on arrête le projet. On a fait, yes, trop bien. Mais moi, après, à ce moment-là, j'ai appris un métier, parce qu'en fait, sur ce projet, j'étais pas en prod. À la base, je devais être auteur et animateur. Et en fait, très vite, il y a eu un rédac chef, on va dire, qui s'est fait virer. Et on m'a mis rédac chef, alors que je connaissais pas ce métier, mais je l'ai appris. Tu vois. Et du coup, j'ai appris ce métier, donc c'est pour ça que, en vrai, moi, puis même j'ai appris, à l'époque, j'avais quasiment jamais bossé sur des lives. Il y avait peu de live encore. C'était le début de Twitch. Ouais, c'est ça. Twitch existait depuis pas mal de temps, mais c'était beaucoup des web TV très gaming aussi qui existaient. Et moi, en vrai, les seuls trucs que j'avais fait en live, c'était peut-être 301 vues de Cyprien, mais moi, en fait, c'était un truc qui était géré par l'équipe de Le Stream. Donc, moi, en soi, à part m'occuper des invités et de faire en sorte que l'édito c'est encore que c'était Cyprien qui gérait ça, donc que tout roule, on va dire, je faisais pas grand-chose là-dessus, quoi. Mais du coup, là-dessus, j'ai un peu vu l'envers du décor. Et en vrai, je me suis mis à aimer Twitch à ce moment-là aussi, parce que je connaissais pas du tout avant. Mais du coup, sinon, on va dire en soi, le projet a été un échec. Tout le monde a appris de ses erreurs, et aujourd'hui, il y a Popcorn. Oui, qui est un grand succès. Ouais, mais Popcorn existait déjà à l'époque. Mais, mais oui, non, après, il y a eu, pas mal de choses bien qui ont été faites, heureusement, derrière, et beaucoup de belles émissions sur Twitch, mais clairement pas le live. Même si, en vrai, sur le live, il y avait des émissions très cool, mais en fait, l'échec du lancement a fait que les gens ont pas regardé. Et du coup, il y avait... je sais que j'avais une super émission de cinéma avec... on avait une émission, on avait JB de Tales from the Click, Mehdi Maizi, Laura Felpin, Léopold Le Marchand et Guigui Pop.
et Oui. Johan Sardé d'Allociné, rédac chef d'Allociné. Donc en vrai, c'était fou comme émission de ciné, mais personne ne l'a regardé parce que même les animateurs et chroniqueurs aussi, eux-mêmes ne partageaient pas l'émission parce que à l'époque, c'était la honte d'être sur le live, tu vois. C'est terrible. Je pense savoir pourquoi aussi. Il y a... Ah bah Il y oui. avait le N-word, il n'y a pas eu cette Ah. histoire, le premier épisode, au bout de 20 secondes, je sais plus, Ouais, ah avec oui. Kevin Razi. Oui, bien sûr. Ouais, mais ça c'est juste que il y a eu, en fait, la chaîne Twitch a été bannie parce qu'il y a eu un N-word. En fait, c'est alors Épisode bizarrement. 1, non? En fait, c'est juste il y a la soirée de lancement. Ouais. Pendant la soirée de lancement, et alors on croyait que c'était à cause de ça, mais apparemment non. D'accord. Du coup, il y a Kevin Razi qui balance un N-word pendant la soirée de lancement, donc chose à ne pas faire sur Twitch, très clairement. Ne faites pas ça sur Twitch, par pitié. Mais aussi autre chose, c'est que cette seconde 2 du truc, il y a Tanguy qui est un de nos animateurs qui se casse une bouteille sur la tête. C'est une bouteille en sucre. C'est évidemment qu'il se blesse pas et tout. Le problème, c'est que sur Twitch, le self-harming, c'est comme un N-word, tu peux te faire ban pour ça. Sauf que évidemment que c'est en sucre et tout, qui s'est pas fait mal et tout, mais parfois, genre quelqu'un qui claim, en fait, parfois Twitch il se prend pas la tête, il te banne et puis voilà. Okay. Du coup, premier soir, ban Twitch. Alors c'est vrai qu'on diffusait sur YouTube et sur d'autres plateformes, mais en fait, quand tu fais du live, c'est sur Twitch qu'il faut être, quoi. Du coup, ça a très mal commencé et le reste a pas été mieux, quoi. Vraiment, mais il y a un docu à faire là-dessus, voir une série un jour sur tout ça. Je citerai pas qui, mais nous, chez Golden, il y a quelqu'un qui est arrivé dans notre bureau avec le journal, comme ça. Parce que vous étiez dans le journal. Oui, c'est vrai. Il y avait un article du live dans le journal et il est passé, il nous a regardé, il a fait « Vous avez vu ?» Et il est parti. Drôle. Voilà. Vous avez vu, hein? Vous avez vu? Imagine, on est toujours là, on est en 2026. Ouais. T'as 18 ans. Ok. T'as 18 ans, tu viens d'avoir ton bac ES. Ouais. Mention assez bien. Mention assez bien. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais le même choix? On est en 2026. Hein. Ouais. C'est pour te mettre que quelqu'un se mette un peu à ta place. Je pense que oui, en vrai. C'est quoi la question? C'est pas ça la réponse. Non, mais je pense que oui, je ferais la même chose. Tu ferais la même chose? Ouais. Je pense qu'en tout cas, à 18 ans, là, je ferais les mêmes études. Et, parce que même... tu vois, maintenant que je connais un peu mieux le milieu, j'aurais pu me dire, tiens, en fait, j'aurais peut-être dû faire l'ESRA pour arriver peut-être plus vite dans l'audiovisuel à Paris, machin et tout. Sauf qu'en fait, ce que j'ai fait pendant mes études de management international, même si il y a des choses qui me sont pas forcément utiles sur ce que je fais aujourd'hui, j'ai voyagé pendant 2 ans et ça m'a ouvert à plein de trucs et même j'ai changé de point de vue et d'opinion sur plein de choses juste en vivant à l'étranger. Donc juste ça, je veux pas le changer, tu vois. Ouais. Et puis ouais, non, en vrai, après, moi je pense jusqu'à... non, moi, tout mon début de carrière et tout, en vrai, moi je suis plutôt satisfait après jusqu'à un certain moment. Ouais. mais tu changerais ouais, pas le début, tu ferais les études. Ouais, je pense, ouais. Ok, intéressant. Ouais, puis en plus, tu vois, je suis content de... Les gens que j'ai rencontrés, je suis content de les avoir rencontrés et tout, donc non, franchement, ouais, je ferais la même chose, je pense. Génial. Voilà. Est-ce qu'il y a des lignes dans ton CV que tu aurais cachées? En vrai, pas tant. Mais si, il y a des trucs que je cache maintenant, mais c'est plus parce que en fait, j'ai bossé avec des gens problématiques, genre Norman. Et du coup, en fait, c'était avant de savoir qu'ils étaient problématiques. Mais du coup, bon, forcément, j'ai pas envie de mettre en avant. Tiens, j'ai fait des prods pour Norman, trop cool. Tu vois, bon. En soi, je m'en fous, parce que les gens je pense, comprennent que c'était un moment où on ne savait pas, quoi. Tu choisissais peut-être pas tes projets non plus, hein, t'étais employé. Oui, aussi. J'avoue qu'il y a notamment un des projets de Norman qu'on m'avait mis dans les pattes. Juste avant que je passe sur le live, où je voulais pas, parce que c'était pas encore public, mais je commençais à entendre des trucs, et du coup je préférerais ne pas bosser avec lui. Mais bon, c'était un peu la condition de faire sa prod pour partir sur le live. Je suis si vous voulez, je fais en soum et puis voilà, mais bon, c'est un peu les trucs que je vais pas mettre en avant, quoi. Je citerai pas, mais j'ai eu des échos aussi sur Multiprise, parce qu'il a fait Multiprise, il était le père des frères podcast. Putain, c'est vrai, mais bien sûr, mais oui. Ah oui, parce que les frères podcast. Oui, évidemment. Qui est le père, bien sûr, le père des podcasts. Oui. Je sais pas, on n'a pas envie de. Oui, non, on n'a pas envie de le glorifier d'une certaine manière, quoi. Non, mais c'est vrai que. J'ai même pas envie de lui dire. Bref, allez. Non, mais bon. Bien sûr. J'ai d'autres histoires, j'ai pas envie de les raconter. Oui, je pense qu'il faut tourner la page. Ah non, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que. Parlons des gens qui font. Oui. Qu'on admire. En parlant des gens que tu admires. Oui. Est-ce que tu as eu
quelqu'un, un modèle ou quelqu'un que tu respectes immensément Ouais. Bah, bon. je pense un des modèles qu'il y a sur YouTube, en fait, dans la prod YouTube, et qu'on voyait un peu partout au tout début, parce qu'en fait, nous, je pense qu'on est arrivé aussi à un moment où il y avait encore pas beaucoup de gens qui bossaient en prod sur YouTube. Et un peu la pionnière de tout ça, c'est Vanessa Bria. Voilà, je sais que toi aussi, t'aimes bien son travail. Je sais pas si j'ai déjà contacté, mais je rêverais de l'inviter ici. Bah ouais, en vrai, de fou. Et moi, j'étais trop content parce que j'ai eu l'occasion de partager des bureaux avec elle aussi à une certaine époque. Donc, non, mais grave, parce que c'était un peu le modèle. En fait, quand on voyait tout ce qu'elle faisait sur YouTube, elle a bossé à la fois et pour Golden Moustache et pour Studio Bagel et sur plein d'autres choses après, avec notamment Monsieur Poulpe. Et voilà. Et après, en vrai, sinon. Moi, quand je suis arrivé à Golden, il y avait Charlotte Thomas et Johanna Anstrous qui m'ont un peu formé en fait à tout ça. Donc en vrai, c'était un peu mes modèles à ce moment-là. Donc c'était trop cool. Moi, vraiment, un peu, je tire le trait, mais le toutou de Johanna, je dois être bon. Je fais quoi maintenant? Ok, cool. Bon, ça, ok. Vraiment, justement, mon premier jour à Golden, il y avait un tournage le lendemain du lab, et un des tournages, c'était Anis Rally qui jouait un genre de Fidel Castro, je crois. Et du coup, on devait faire des genres de sachets de coke. Et du coup, vraiment, premier truc que j'ai fait ever à Golden, c'était de mettre de la farine dans des sachets en plastique pour faire genre des sachets de coke, quoi. Voilà, j'ai une photo de ça, je trouve genre drôle. C'est un des meilleurs sketchs. Bah oui. Il y a trop de meilleurs sketchs. Bien sûr. Mais bon. Mais du coup, c'est ça, je dirais. Et non, mais sinon, après, sur la partie auteur aussi, on va dire, auteur plus web, on va dire, il y a en vrai Flaubert, qui est un peu un des modèles qui maintenant fait du cinéma. Il a carrément réalisé un film, il écrit des films qui cartonnent, et c'est trop bien. En vrai, du coup, sacré modèle, en vrai, Flaubert, à ce niveau-là. Et voilà, je crois. Ouais. Okay. Tu te formes encore aujourd'hui ? J'essaye. En fait, déjà, tu vois, par exemple, quand je suis arrivé je suis retourné à Webedia il y a bientôt 2 ans, déjà, j'ai découvert même un peu. Alors, c'était des métiers que j'avais côtoyés à l'époque sur le live et tout, mais vu qu'on était quand même sur des plus petites prods, et j'avais pas autant. J'avais jamais fait en fait d'aussi grosses prods, on va dire, live. Du coup, j'ai découvert un peu des nouveaux métiers et pas mal de nouvelles choses. Donc, j'essaie de m'intéresser à ça dès qu'il y a des métiers que je connais pas trop, de dire tiens, qu'est-ce qu'ils font et quelle est vraiment leur utilité sur un tournage. Parce que je trouve pour un prod, c'est essentiel de savoir qui fait quoi. Parce que si tu dois enlever une ligne d'un budget, donc enlever par exemple une personne, faut savoir qui pourra la remplacer et surtout si on peut la remplacer. C'est surtout ça le problème. Donc c'est pour ça que je trouve ça toujours intéressant de savoir, et voilà, en vrai c'est essentiellement ça. Et j'essaie de me renseigner dès qu'il y a un peu des changements dans le milieu ou quoi, voilà, même si je suis pas tout le temps à jour sur là j'ai découvert la nouvelle convention audiovisuelle il y a pas si longtemps, je me dis ah ouais, c'est vrai que c'est comme ça là. Mais non, mais j'essaye de me tenir au courant et d'apprendre, en tout cas s'il y a des nouveautés dans le milieu, de les connaître, quoi. Tu penses qu'on aura toujours besoin de nous avec l'IA ? Oui. Ouais. En fait, le problème, c'est que l'IA, pour l'instant, de ce qu'on en voit, c'est que ça remplace difficilement un humain. C'est un super outil pour nous aider. Genre vraiment, je pense qu'aujourd'hui, quasi tout le monde utilise l'IA au quotidien pour aider sur pas mal de choses. Mais en fait, en prod, peut-être ça me semble compliqué, quoi. En fait, je pense que ça pourrait faire une organisation un peu basique. Si c'est un truc redondant, tu vois, il pourrait t'organiser un truc, te faire un budget assez facilement, je pense. Peut-être pas tout de suite, mais dans un certain temps, je pense que ce sera possible. Mais en fait, le truc, c'est que vu que nous, c'est quand même un côté très humain, la prod, et de faire le lien entre plusieurs pôles, plusieurs gens, ça me semble compliqué, quoi, pour l'instant. Mais tu vois, je sais que c'est plus sur la partie auteur qu'il peut y avoir un danger. Mais honnêtement, quand je vois ce qu'écrit l'IA aujourd'hui, franchement, ça me fait pas trop peur, quoi. Ça va, on a encore un peu de temps. Ouais. Okay. On a 2-3 mois. C'est un peu ce que j'ai, moi. J'ai l'impression que tous les 2 jours, je fais... Bon, non, regarde, c'est éclaté ce qu'elle nous sort. Et 2 jours après, je regarde, je fais waouh. Tu vois, en création graphique, c'est assez fou ce que ça peut faire aujourd'hui. Même quand tu vois les vidéos que ça fait, tu vas te dire, mais quoi? Mais en même temps,
Je sais pas, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est. Tu vois que c'est pas humain, quoi. Ouais. Tu vois, tu le sens en vrai. Mais non, mais après, c'est un super outil. Après, en fait, le problème que ça amène, c'est que du coup, ça permet de faire des choses à moindre coût. Mhm. Et du coup, c'est là que tu supprimes des postes. Donc, c'est bien pour des producteurs qui veulent faire des économies, Mhm. mais c'est moins bien pour des intermittents qui sûr. veulent faire leurs heures derrière. Donc, après, c'est comme tout, c'est que ça dépend. En fait, le problème, j'ai l'impression, c'est que Mhm. malheureusement, c'est beaucoup de grosses boîtes qui veulent beaucoup investir dans l'IA Mhm. pour faire des économies. Mhm. Alors que terriblement, c'est ces boîtes-là qui ont le plus le moyen de payer des gens, tout Mhm. simplement. Et c'est plus C'est- les petites boîtes de prod qui devraient plus s'appuyer sur l'IA pour les aider. Enfin, je sais pas, je pense que. Alors, je sais que beaucoup de gens décrivent ce côté, les miniatures faites en IA et tout. Ouais, mais en fait, quand t'as pas du tout les moyens, je pense sur des boîtes où tu dois faire pas mal de minia, de trucs comme ça, ça peut être pratique au moins de permettre d'avoir une base Mhm. ou aider grandement un graphiste qui lui va peaufiner un peu le tout, quoi. Mais alors évidemment que c'est pas la solution à tout, quoi. Ok. Maxime, Ouais. est-ce que tu as une promo à faire? Faut te suivre Écoute, sur les réseaux? j'ai mon compte Insta en vrai, Ouais. Winston, WIWI Winston, Mhm. où je poste régulièrement ce que je fais. Mhm. Et voilà, genre je streamais avant. Mhm. Là, j'ai moins le temps. Je crois que ça D'accord. fait 1 an que j'ai pas streamé. J'aimerais bien m'y remettre un peu. Mais voilà, et peut-être je vais créer un peu de contenu cette année. Ok. Mais pas encore sûr. Ok. Donc on va voir. Bon, bah merci. Écoute, merci Et à toi. à une prochaine peut-être. Carrément, avec plaisir. Salut. Salut.